Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps de faire mon bilan du mois de mars avec beaucoup de retard, j'en suis la première navrée. Surtout qu'on va commencer avec une lecture 2 étoiles, ce qui est assez rare, mais là vraiment c'est pas passé. La part du démon de Mathieu Le Cerf, qui était ma lecture du 12 Book Challenge du mois de mars. Un polar, alors je suis pas spécialement très difficile en polar, mais franchement là il n'y a rien qui va. Bon, l'intrigue en soi, pourquoi pas, même si elle part un peu dans tous les sens, mais j'aurais pu me laisser embarquer par l'intrigue. Mais je n'ai vraiment pas pu passer outre ce male gaze de la part de l'auteur. Toutes les femmes ne peuvent pas être décrites sans qu'on parle de leur sein, a priori, déjà ça c'est un truc qui m'énerve profondément. Il y a des clichés racistes à plusieurs endroits du livre aussi qui m'ont quelque peu gênée. Et en plus, en termes d'écriture, j'ai vraiment un problème avec les auteurs qui écrivent de manière, on va dire, un peu familière. Alors pas forcément dans le langage, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'on met des doubles points d'interrogation, des triples points d'exclamation. Il y a vraiment un moment où c'est écrit 3 points d'exclamation hurla-t-il. Si on écrit le verbe hurler, pas besoin de mettre 3 points d'exclamation, de fait, on comprend ce que veut dire le verbe hurler. Enfin voilà, c'est le genre de truc, moi ça m'énerve, et donc voir tout un bout de dialogue avec plein de points d'exclamation, doublés, triplés, des points d'interrogation, points d'exclamation, enfin je trouve ça insupportable à lire. En plus de toutes les problématiques, etc. Je trouvais les personnages très clichés, avec l'inspectrice au passé sombre qui se scarifie et qui ne peut ressentir quelque chose qu'à travers du sexe hardcore. Enfin, franchement, on peut s'en passer. Voilà, moi, ça l'a pas du tout fait et je comprends pas qu'on puisse encore, alors c'est pas non plus tout récent, mais ce genre de description de femmes avec leurs seins, etc. Enfin, s'il vous plaît, passez à autre chose dans le polar, quoi, c'est pénible. 3 étoiles. Un peu mieux, mais pas foufou. On commence par Aller simple pour la joie de Lorraine Fouché, deuxième lecture de cette autrice feel good, et encore une fois, c'est pas ma tasse de thé, j'ai vraiment du mal. L'intrigue est vraiment invraisemblable, et quand bien même le feel good n'est pas fait pour être totalement réaliste, c'est le principe de faire du bien. Là, les événements en fait s'enchaînent vraiment trop rapidement pour qu'on y croie, c'est-à-dire que les personnages se confient des choses et les trucs se résolvent en 2 jours. L'idée de base est pas mal, des personnages qui ne se connaissent pas vont se rencontrer dans un train en direction de la Bretagne et ils vont finalement tous descendre au même endroit alors que c'était pas prévu et passer le week-end ensemble. À la rigueur, pourquoi pas, mais c'est vraiment la vitesse à laquelle les liens se créent. Enfin, il n'y a pas de raison que les gens réagissent comme ça face à des inconnus, même si, encore une fois, j'entends que le feel good c'est pas forcément le but, mais ça m'a vraiment sorti de la lecture, en plus du fait d'avoir encore une fois voilà, ces personnages, celui de la vingtaine, la vieille, celui de 40 ans, ce truc intergénérationnel un peu cliché, que j'ai pas forcément beaucoup apprécié, et en plus la lecture est assez courte, donc forcément ça va pas très profondément, même si, 3e fois, je le sais, c'est pas forcément toujours le feel good, mais j'ai lu du feel good vraiment plus profond et plus intéressant. Donc voilà, peut-être trop léger, trop invraisemblable pour moi. Je sais que ça plaira, il y a des gens qui ont aimé ce livre. Moi, c'est très moyen. Mais ça reste une lecture, somme toute, rapide et sympa. La librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa, comme souvent dans la littérature japonaise, malheureusement, ça ne le fait pas. Pour le coup, là aussi, trop de rapidité dans les événements. À un moment, en 2 lignes, 2 personnages deviennent meilleurs amis. Je sais pas, j'aurais aimé peut-être un peu plus de lignes pour expliquer, ou un peu plus de passages, avant qu'elles deviennent amies. Ça se lit très vite, de fait, c'est très court comme roman. Mais il y a toujours cette distance dans l'écriture, dans les émotions. Il se passe des choses très profondes, très graves, et c'est écrit d'une manière où je n'arrive pas à avoir de l'empathie pour ces personnages. Je reste à distance et c'est vraiment très pénible. J'ai pas de raison, si ce n'est évidemment une forme de pudeur japonaise que j'entends tout à fait, mais j'ai vraiment du mal, et du coup je lis, mais sans rentrer dans l'intrigue, et forcément je ressens pas grand chose. Donc c'est un peu loupé. Lecture 3,5, La librairie disparue d'Evie Woods. Alors j'en attendais beaucoup, ce qui explique peut-être aussi la déception, mais c'est très difficile de parler de ce bouquin parce qu'en fait ça mélange beaucoup de choses, et peut-être que ce mélange des genres justement fait qu'on ne lit aucun genre en particulier non plus, et que le mélange est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y a un côté fantastique avec une librairie disparue et une forme de, alors je dirais pas de magie, mais de réalisme magique. Il y a un côté destin de femme qui est sympa, un côté romance, qui aurait pu me plaire si c'était pas aussi rapide, et du coup, en fait comme il y a plein de choses, la romance apparaît d'un coup et elle est trop rapide à mes yeux. Il y a un côté historique, chasse aux livres, qui aurait pu être vraiment sympa pour le coup, c'est peut-être la partie qui m'a le plus plu, mais pareil, comme c'est, on va dire, mangé par les autres genres, finalement, il y a cette intrigue de chasse aux livres, mais c'est pas si central que ça. Enfin, du coup, on se retrouve avec un mélange un peu étrange de tout,
sans avoir vraiment rien de spécial non plus. Et c'est vraiment dommage parce que j'aurais vraiment aimé, il y avait tout pour me plaire, du fantastique, de la romance, l'amour de la lecture, du monde du livre, c'était super. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment manqué et j'ai fermé le bouquin en me disant bah ouais, c'est dommage en fait, j'ai pas eu l'impression de lire une romance, j'ai pas eu l'impression de lire du fantastique, j'ai pas eu l'impression de lire du roman historique, j'ai pas eu l'impression de grand chose malheureusement. Et en plus de tout ça, évidemment les twists, je les avais vus venir, donc en plus même en termes d'intrigue, bon, pas forcément été très surprise. Lecture 4 étoiles. Lapin maudit de Bora Chung, un recueil de nouvelles d'une autrice coréenne, horrifique. Comme tout recueil de nouvelles, il y a des nouvelles que j'ai aimées plus que d'autres, certaines sont vraiment dérangeantes, mais c'est assez génial. J'ai pas grand chose à dire parce que les recueils de nouvelles c'est assez difficile à vendre, parce que justement les nouvelles sont tellement différentes qu'on va pas forcément s'accrocher aux mêmes choses, mais en tout cas voilà, sur un recueil fantastique horrifique qui est vraiment sympa, avec toujours en toile de fond la culture coréenne et des personnages assez antipathiques parfois. Belle découverte en tout cas pour qui aime ce genre. Viande de Martine Arnisek, dont j'ai déjà parlé. Dystopie, pareil, assez dérangeante, de style feel bad, comme le dit Les Monts Métallifères qui publie ce roman. Donc un roman qui a été écrit il y a un petit bout de temps, mais qui n'était jamais paru en France, donc d'un auteur tchèque, et qui imagine une société dans laquelle les animaux et les végétaux n'existent plus, et donc tout est axé autour de la consommation de viande humaine. Ça peut rappeler un petit peu Cadavre exquis d'Agustina Basterica. C'est 150 pages à peine, à peu près, 180 peut-être. Donc ça se lit vraiment très vite, il n'y a pas de chapitre, c'est un seul et même long texte qui suit un narrateur, voilà, qui va être prêt à tout pour survivre, même à dénoncer d'autres personnes, et sachant que chaque dénonciation mène forcément à l'abattage. Donc voilà, on n'est pas du tout sur un héros, loin de là. Ça pose plein de questions de société, évidemment. C'est très intéressant, une belle petite pépite que je conseille. Roman de ronces et d'épines de Lucie Barat. J'ai eu la chance de rencontrer l'autrice, j'avais adoré Le Chien Noir. Et Roman de ronces et d'épines, c'est encore une très belle lecture. Donc là, on est vraiment sur un récit médiéval fantastique. On va suivre deux sœurs jumelles, Ronces et Épines, dans un cadre un peu de château au cœur d'une forêt magique. Sauf qu'après leur naissance, leur mère n'arrive plus à avoir d'enfants. Enfin voilà, il y a tout un rapport à la maternité, à la naissance, au corps, à la vie et à la mort surtout. Et plus elles grandissent, plus Ronces et Épines, malgré leur proximité, vont s'éloigner de par leur caractère. Une est brune, l'autre blonde. L'une adore chasser et ne cherche qu'à s'évader, tandis que l'autre aime la broderie et préfère rester à l'intérieur. Et on va suivre cette émancipation, initiation de ces deux sœurs, dans un cadre, encore une fois, comme je disais, donc très médiéval fantastique, avec une plume d'une beauté et d'une poésie rare. C'est un peu des romans, pas indescriptibles, mais en tout cas qui sont des expériences de lecture en tant que telles. Et j'ai vraiment très hâte de voir ce que Lucie Barat nous réserve. Elle a vraiment ce truc pour reprendre un peu les thématiques contes de fées à l'ancienne, voilà, des récits médiévaux, comme on peut imaginer les chansons de geste, etc. Donc c'est vraiment assez fabuleux à lire, on va pas se mentir. Les Cités Divines de Robert Jackson Bennett, j'avais adoré les mettre en lumineur. Et donc ça, c'est sa première saga, mais qui paraît en poche seulement maintenant. C'est une fantaisie vraiment exigeante, c'est un beau pavé déjà. Et on est vraiment tout de suite plongé dans un world building assez complexe, avec assez peu d'explications. C'est une intrigue politique, religieuse, donc d'autant plus complexe. C'est vraiment hyper intéressant, assez génial, mais il est vrai qu'il faut un bon temps d'adaptation et d'immersion dans le monde. Je peux comprendre que le début fasse un peu peur et soit un peu aride, voilà, qu'on ait du mal à vraiment rentrer dedans. Mais ce que j'adore chez cet auteur, comme dans Les Maîtres en lumineur d'ailleurs, c'est qu'il a ce truc pour créer des univers où la réalité même est remise en question, puisqu'ici en fait la magie n'existe plus, elle était détenue par des dieux qui ont disparu, et dans cet univers il va y avoir un meurtre qui va mener à une enquête donc très sombre qui va donc mêler politique et religion, mais il y a toujours ce côté un peu magie quand même qui reste en arrière-plan, et cette magie vient encore une fois, comme je le disais, remettre en cause même la trame de la réalité. Et c'est quelque chose qu'il y avait avec les Maîtres en lumineur, puisque par les enluminures, l'idée c'était de modifier la réalité telle qu'on la voyait. Donc j'aime bien ce truc qu'il a, de prendre cette axe de travail sur ces systèmes magiques, c'est vraiment sympa. Mais voilà, je préfère le dire, c'est pas forcément une fantaisie accessible. C'est très bien quand on aime les univers riches, complexes, avec des intrigues, avec plusieurs niveaux, des personnages, encore une fois, avec plein d'ombre et de lumière, qui sont pas monochromes, on va dire. Mais c'est assez intense. Lecture 5 étoiles, Under Your Spell de Laura Wood, une romance que j'ai adorée, vraiment. C'est touchant, on va suivre
jeune femme qui vient de se faire quitter, au travail ça se passe pas bien, et on va dire que son salut va provenir d'une idée de sa sœur, qui est de babysitter entre guillemets un artiste en vogue qui n'arrive plus à écrire et qui doit un nouvel album à son label. Et donc voilà, auprès de cette proximité forcée, évidemment, il va se passer quelque chose. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on aborde beaucoup la question de la célébrité, les paparazzis, etc. et le prix à payer en termes de relations et de santé mentale. Sur ça, on parle des relations toxiques, aussi bien amoureuses que familiales et parentales. Donc voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour, beaucoup de rire, de pleurs. Enfin franchement, j'ai adoré cette lecture. C'était vraiment juste génial. Deuxième romance, Cash de Jessica Peterson. Une romance cow-boy, évidemment, on ne me refait pas. Mais j'étais très surprise par les thèmes abordés, et notamment le deuil, qui est abordé avec, je trouve, beaucoup de justesse et d'émotion. On a un Enemies to Lovers, voilà, assez explosif. Il y a quelques petites choses qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel, notamment de la part du personnage masculin, et donc de certaines réflexions, etc. Mais bon, qu'on retrouve dans plein de romances, et c'est un autre sujet. Mais voilà, il y a eu quelques moments un peu étranges, et j'avoue que moi, je suis pas toujours fan de cette sorte de fantasme du sperme et de la reproduction, c'est un peu étrange, mais bon, soit. Mais en tout cas, par contre, sur la partie émotionnelle du roman, j'étais vraiment happée. Et c'était plutôt bien écrit, ce qui était un peu méchant peut-être, mais c'était assez surprenant. C'est très immersif, on s'y croit vraiment dans ce ranch. Donc voilà, très bonne surprise, honnêtement. De la lit RPG, je vais aller vite sur celui-là avec la deuxième partie du tome 1 d'Iron Prince et le tome 4 de Primal Hunter. J'aime toujours autant ces deux sagas, c'est juste génial. Je sais qu'une nouvelle saga lit RPG va sortir en septembre chez Hearthstone, j'ai très hâte de voir quel nouvel univers on va découvrir. Mais voilà, c'est toujours du 5 étoiles pour moi, ces lectures lit RPG, je suis toujours aussi fan, que ce soit Iron Prince ou Primal Hunter. Un héritage d'honneur et de sang de Debbie Egg. Je tiens à mettre vraiment en avant cette fantaisie puisqu'elle est inspirée de la culture polynésienne et notamment de la culture Samoa. Donc clairement il y a une vibe Vaiana au bouquin, l'autrice ne s'en cache pas, elle le dit à la fin d'ailleurs. Elle s'inspire aussi de livres comme Indiana Jones, Pirates des Caraïbes, de jeux vidéo comme Monster Hunter ou La Légende de Zelda, et clairement de certains Disney comme Vaiana ou Réponse. Les références se voient, donc je trouve ça bien qu'elle l'admette parce que de toute façon franchement c'est évident quand on lit. Mais c'est très bien fait. On est sur une aventure young adulte pleine de péripéties qui dénonce le colonialisme, donc ça je ne peux que valider. On a un slow burn, mais aux petits oignons, qui prend vraiment tout son temps jusqu'à la fin du tome 1, qui annonce un tome 2 plutôt sympa. Voilà, on a de l'aventure, des rebondissements, de l'émotion, des joutes verbales, on a des pirates, on a des monstres marins. Enfin franchement, le mélange fonctionne trop bien. J'ai dévoré ce premier tome et j'ai adoré, voilà, et je ne peux encore une fois que valider le fait de mettre en avant des personnages différents, donc une héroïne clairement typée polynésienne et ni fine, enfin voilà, un peu pas ronde mais qui a des formes en tout cas, et sur la couverture ça se voit, et un héros qui enfin n'est pas brun avec une mâchoire ciselée, donc qui est roux et qui est bon, est musclé parce que c'est un pirate, mais voilà, on s'attarde pas 50 ans sur ses yeux pailletés d'or et ses mâchoires, voilà, parce que j'en ai un peu marre dans la romantaisie, donc je trouve ça très bien de mettre en avant des personnages un peu divers. Et une dernière romance historique fantasy, c'est Geographer's Map to Romance d'India Holton, donc le tome 2 d'une saga Loves Academic, le premier étant Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien, qui est paru en poche sous un autre titre récemment. Donc tome 2 mais indépendant, puisque là on va suivre des géographes. Donc on va suivre Elodie, qui est envoyée en mission au Pays de Galles pour un cataclysme magique, puisque c'est sa spécialité. Puisqu'en gros la magie fonctionne par géographie, c'est-à-dire avec des lieux, des lignes telluriques, etc. Et donc leur métier c'est de trouver l'origine de ces débordements magiques et faire en sorte de rétablir la situation. Sauf qu'au moment où elle est envoyée là-bas, elle va rencontrer un autre professeur qui n'est autre que son mari, à qui elle n'a pas parlé depuis 1 an. Et évidemment, les deux personnages sont dans un énorme quiproquo, mais ça marche très bien. Et on retrouve cette écriture très drôle d'India Holton. Il se passe plein de choses un peu loufoques. Cette magie qui se débride en fait va transformer des sandwichs en poulet, des gens en vaches, enfin voilà, c'est un peu foufou, mais la romance marche très bien et on adore ce côté un peu historique, d'une femme qui est dans un monde où malheureusement l'université et la recherche et l'aventure est réservée aux hommes. Donc il y a aussi toute cette partie-là qui est assez sympa. Ça se lit tout seul en fait, c'est aussi drôle qu'entraînant, donc moi j'aime toujours autant India Holton et je trouve cette saga vraiment sympa qui met en avant du coup d'autant plus des femmes haut placées dans l'université qui sont docteurs en quelque chose. Donc ça fait aussi du bien de montrer que même si c'est difficile, ces femmes peuvent avoir des postes de pouvoir entre guillemets, ou en tout cas de réussir professionnellement parlant.
Mon coup de cœur, enfin, j'ai eu du mal avec plusieurs des romans 5 étoiles, mais j'ai décidé de mettre en avant Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. C'est vraiment la littérature américaine comme j'aime. C'est pareil, un beau pavé, mais c'est juste magnifique, l'écriture est superbe, des chapitres très courts qui vont suivre en fait l'histoire de Patch dans un petit village des États-Unis. Donc Patch qui est borgne, qui n'a pas vraiment d'amis à part Saint. Donc voilà, ils ont une dizaine d'années, 12-13 ans je crois au début du bouquin. Et alors qu'il est en train de se promener, il va voir Misty Meyer en train d'être agressée et il va s'interposer. Donc il va réussir à sauver Misty, sauf que lui va être enlevé. Et c'est ce drame qui va donc bouleverser la vie de plusieurs personnages qu'on va suivre ensuite pendant des décennies. Donc on va suivre évidemment Patch qui a été enlevé et qui va ensuite se libérer mais qui va être traumatisé, en plus de plein de choses que je ne peux pas dire. On va voir Saint qui a vu donc son meilleur ami disparaître et qui va être la seule à ne pas lâcher l'affaire pour le retrouver pendant des mois. Et Misty, donc celle qui a été sauvée, qui est un peu la première de la classe, la jolie riche que tout le monde aime au lycée, et qui va elle aussi être évidemment traumatisée par cette agression et par ce qu'elle doit à Patch qui l'a sauvée. Et voilà, on va suivre tous ces personnages, c'est vraiment percutant, poignant, il y a des scènes absolument magnifiques. J'ai beaucoup aimé le personnage de Saint notamment, qui ne lâche rien, qui va être en quête de vérité jusqu'au bout. Et c'est peut-être ça, ce bouquin, donc c'est aussi une peinture sociale évidemment et historique des États-Unis jusque dans les années 2000, mais c'est surtout des personnages en quête d'absolu, en quête de vérité, et c'est vraiment... Enfin, la psychologie des personnages est fine et complexe, c'est vraiment très très beau, et l'écriture est vraiment envoûtante. Il y a peut-être, oui, quelques longueurs, bon, en même temps sur 800 pages forcément, mais on pardonne tout à ce bouquin, tellement c'est bien, et c'est vraiment de la très très belle littérature américaine à mon sens. J'ai Duchess à lire de lui aussi. Si c'est aussi poignant, ça va être quelque chose. Mais voilà, vraiment, je conseille Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker, à condition d'aimer, encore une fois, les longs romans fleuves américains. Mais c'est vraiment une vraie pépite. Il y a un côté enquête, évidemment, puisqu'on ne sait pas les tenants et les aboutissants de l'histoire jusqu'à la fin. Et donc, il y a ce mélange voilà, de roman noir, on va dire, enquête, avec toute cette psychologie et peinture sociale des États-Unis. C'est une grosse merveille. Donc voilà pour ce bilan du mois de mars. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, un nouveau bilan. Si tu as aimé certains livres, si toi tu as des coups de cœur à me partager, si tu as quoi que ce soit à me dire, n'hésite pas en commentaire. J'essaie de répondre en général. Et on se dit à très vite. Ciao ciao.